puisqu'on a fait l'ordre 0. On va passer maintenant à l'ordre 1. D'accord? Puis on fera 2, 3, 4, 5. Non. Mais en attendant, on va passer à l'ordre 1. L'ordre 1, ça veut tout simplement dire que notre loi de vitesse, la vitesse s'écrit toujours de la même manière, hein, c'est la variation de la concentration par rapport au temps, divisé par le coefficient stoichiométrique signé. Ça ne change pas, c'est forcément toujours la même chose, c'est la définition de ce qu'est la vitesse. Par contre, la loi de vitesse, cette fois-ci, si on est dans une loi d'ordre 1, ça veut dire qu'il y a une concentration, en l'occurrence la concentration du réactif, ici, évidemment, qui est à la puissance 1. Ce qui change de la situation précédente, puisque la fois précédente, on avait une puissance 0, donc cette concentration n'apparaissait plus. Cette fois-ci, on l'a bien. Et donc, quand on fait le travail habituel pour intégrer cette équation différentielle, on va se retrouver, cette fois-ci, non plus simplement avec un dA, mais avec un dA sur A. On a donc bien une fonction, cette fois-ci, à intégrer, une fonction à peine plus compliquée. On a 1 sur A à intégrer. Donc, on doit trouver la primitive de ce 1 sur A. Alors ça, je ne sais pas si vous avez encore quelques souvenirs sur ça ou pas, mais la dérivée de log de A, c'est 1 sur A, donc la primitive de 1 sur A, c'est log de A. Je veux dire que ce que ça change, c'est que précédemment, nous avions A qui était égal à, maintenant on a log de A qui est égal à. Mais le égal à, lui, par contre, ne change pas. C'est exactement la même formulation que précédemment. Hein. On avait nu A K dt, on a nu A K dt ici aussi. Donc c'est la même intégration de l'autre côté. On va se retrouver avec nu A K t plus toujours une constante, parce que quand on dérive une constante, on trouve 0. Donc potentiellement, on a effectivement toujours une constante quand on fait l'opération inversée. Donc en gros, vous voyez qu'ici, la seule distinction sur le travail qu'on a à faire, c'est qu'on n'intègre pas de la même manière, parce qu'on n'a pas la même fonction, la partie qui concerne les concentrations. Mais c'est exactement le même travail. Vous avez compris le précédent, normalement, vous avez compris celui-ci. Vous n'aviez pas compris le précédent, mais avec un peu de chance, comme on le fait 2 fois, vous avez compris celui-ci. D'accord? Puis comme il va revenir une 3e fois, au bout de 3 fois, ça devrait marcher. Cette constante, bien entendu, il faut en déterminer la valeur, comme précédemment. Et on fait exactement, encore une fois, la même démarche que précédemment. On se place à un instant pour lequel on connaît effectivement les valeurs. À T0, c'est-à-dire à l'instant initial, a priori, la concentration initiale, on la connaît. Ici, on prend une variable quelconque, un A0, mais a priori, quand on fait l'expérience, on connaît réellement la valeur correspondante. Il n'y a pas de raison, hein, on peut toujours la mesurer au départ, où on a préparé carrément les solutions. Ce qui veut donc dire que puisqu'on est à T0, T0 égale 0, hein, l'instant initial, on va avoir donc notre constante qui sera tout simplement égale au logarithme de cette concentration initiale, log de A0. C'est une espèce de convention d'écriture qu'on retrouve quasiment partout. Le 0, on le met à l'extérieur, on ne le met pas dedans. On aurait pu mettre A0 concentration, d'accord? Mais on le met plutôt à l'extérieur, sous-entendu, c'est la concentration de A qui est initiale. D'accord? Voilà. Ce n'était pas une obligation, mais on l'a fait comme ça. On a donc, cette fois-ci, la forme intégrée de la loi de vitesse. D'accord? Elle n'a pas de nom plus court que ça. D'accord? C'est donc la forme intégrée de la loi de vitesse pour une cinétique d'ordre 1. Voilà, ça fait un peu long comme intitulé. Tout comme on avait précédemment la loi de vitesse intégrée pour une cinétique d'ordre 0, et bien voilà, on a celle-ci pour l'ordre 1. Elle ressemble beaucoup à la précédente, effectivement, si ce n'est que la précédente, elle était en A et A0, là elle est en log de A et log de A0, c'est la distinction, mais sinon elle a une structure qui lui ressemble énormément. Ce qui veut donc dire que si on la regarde bien, on va obtenir quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on avait obtenu précédemment, à savoir que ça c'est l'équation d'une droite, mais pas d'une droite de la concentration en fonction du temps, une droite, je reviens sur ce que je viens d'écrire juste après, une droite du log de la concentration en fonction du temps. Si vous vous rappelez bien qu'on est en train d'étudier ici la variation de concentration d'un réactif, ça veut donc dire, et c'est ce qui est écrit ici, que son coefficient stoichiométrique signé est négatif.
la pente étant égale à nu A K, on a forcément donc une pente qui est négative. Un log de la concentration qui va décroissant, c'est normal, hein, d'accord? La concentration étant décroissante, le log de cette concentration sera aussi décroissant. Il y a une forte différence sur ce que vous avez à l'écran par rapport à ce qu'on avait précédemment à l'ordre 0. À l'ordre 0, quand notre droite atteignait l'axe des abscisses, la réaction était terminée. La concentration en réactif étant égale à 0, la réaction de fait s'arrêtait. Cette fois-ci, quand on arrive à log de A0 égale 0, ça ne veut pas dire que la concentration en A0 est nulle. Ça veut dire que la concentration en A0, enfin la concentration en A, je veux dire, excusez-moi, est égale à 1, puisque c'est log de 1 qui est égal à 0. Donc quand on atteint l'axe des abscisses, on est simplement arrivé à la concentration est égale à 1 mol par litre. Ou est égale à 1 mol si on parle simplement en mol et non pas en concentration. Ça veut donc dire que cette fois-ci, notre droite, elle continue en dessous de cet axe. D'accord? Elle ne s'arrête pas. La réaction n'est pas terminée quand on arrive à log de A égale 0. Ça se voit mieux si on change la manière d'écrire cette équation. D'accord? Là, on l'a écrit sous sa forme ben voilà, intégrée telle qu'on l'a obtenue dès l'intégration. Mais on pourrait très bien faire réapparaître la concentration en fonction du temps. On a un log de la concentration ici. Donc il suffit de prendre la forme exponentielle de cette équation pour avoir directement la concentration. Exponentielle de log de A, c'est A. D'accord? Les deux fonctions opposées s'annulent. Donc on prend la fonction exponentielle de cette équation, on va obtenir A d'un côté. De l'autre côté, on va obtenir A0 exponentielle de... Ouh, c'est compliqué, comment vous êtes passé de l'une à l'autre? C'est pas comment je suis passé de l'une à l'autre. Hein. Ça, vous devez savoir le faire normalement. Ça fait partie des choses que vous savez faire. D'accord? Exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B. Ce qui explique ce que j'obtiens ici. D'accord? Mais ça, vous pouvez le reprendre par vous-même. Si le passage de la première ligne à la deuxième vous semble un peu compliqué, ce serait pas mal que vous le repreniez par vous-même pour bien comprendre comment l'opération s'est faite et pas simplement en une opération magique sur deux lignes. Refaites-le par vous-même si vous le voulez, et c'est bien ce qu'on obtient. On passe d'une addition à une multiplication quand on fait des exponentielles et de multiplication à addition quand on fait des logarithmes. C'est l'objectif de ces deux fonctions-là. Elles servent à ça. D'accord? Donc voilà ce qu'on a. Et vous voyez donc cette fois-ci que la concentration, elle varie comme une exponentielle négative. C'est-à-dire que c'est une fonction décroissante, qui est la fonction miroir d'une exponentielle normale. Elle va donc décroître lentement en tendant vers plus l'infini, tendre vers 0 sans jamais l'atteindre. Les fonctions exponentielles sont des fonctions strictement positives. Strictement positives. Elles n'atteignent jamais 0. Elles tendent vers, mais elles n'atteignent jamais 0. Ça veut donc dire qu'au bout d'un temps infini, quand t sera infiniment grand, cette fonction va tendre vers 0 par les valeurs positives. Mais elle n'atteint jamais 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, formellement, il suffit de le regarder ici. Une cinétique d'ordre 1 ne se termine jamais. La concentration en A, au bout d'un temps infini, sera très, 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 très petite, mais elle ne sera pas égale à 0. On avait donc réellement à l'ordre 0 des réactions qui se terminent, point, il n'y a plus de réactif, fin, c'est réglé. Là, on a des réactions qui, de fait, ne se terminent jamais, puisque la forme même de la cinétique montre qu'on tend vers 0, mais on n'atteint pas 0. D'accord? Je voudrais juste signaler ici, parce que c'est important de le dire, que la très grande majorité des cinétiques auxquelles vous serez confrontés, auxquelles on est confronté, sont des cinétiques d'ordre 1. Ce sont les plus nombreuses, les plus fréquentes. D'accord? Ce qui sous-entend que la plupart des réactions auxquelles nous sommes confrontés
dans la vie de tous les jours, dans l'univers, dans votre profession telle que vous la vivrez par la suite, sont des cinétiques qui ne se terminent formellement jamais. D'accord ? Elles peuvent éventuellement devenir tellement lentes qu'on a l'impression qu'elles sont terminées, mais elles ne le sont jamais totalement. C'est cinétique d'ordre. Comme précédemment, si je combine la forme intégrée que j'ai obtenue avec la condition qui définit ce qu'est un temps de demi-réaction, c'est-à-dire que j'ai divisé la concentration initiale par 2. Je combine les deux dans un système d'équations, donc j'introduis un log de A0 sur 2, puisque j'ai atteint la moitié de la concentration, et ça, c'est obtenu quand le temps est égal au temps de demi-réaction. Je mets T1,5 d'un côté, A0 sur 2 de l'autre. Là-dedans, vous faites votre petite tambouille, et je dis bien, vous faites votre petite tambouille, vous n'apprenez pas le résultat final, vous allez vous foutre dedans, d'accord ? On fait sa petite tambouille, vous reprendrez ça tranquillement parce qu'il est important que vous sachiez réellement le faire. Mais vous avez les étapes qui sont décrites ici, d'accord ? Donc on met d'un côté T, on met de l'autre côté les concentrations, et on s'aperçoit qu'en fait, quand on sait manipuler correctement, et vous devriez savoir manipuler correctement la fonction logarithme, les fonctions exponentielles aussi, bien entendu, puisque c'est fondamentalement la même chose, la somme est égale en fait, ou plutôt la différence ici, est égale à une division des deux termes. Les A0 disparaissent, on se retrouve simplement avec un log de 1,5. Log de 1,5, c'est moins log de 2. D'accord ? Oui, parce que log de 1 sur B, c'est moins log de B. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau. On a donc un moins log de 2 qui va apparaître dans ce que je viens d'obtenir ici. Je termine ici en écartant, en mettant de côté ce que je cherche, hein, le T1,5, à quoi est égal T1,5. Et vous voyez que dans la formule qu'on obtient ici, que vous n'apprenez pas, vous savez la retrouver, d'accord ? On est bien d'accord. Et vous savez la retrouver pour une raison bien simple, hein, c'est qu'on est en SP4, il n'y a pas vos cours sur lesquels vous pouvez juste ouvrir la page, regarder à quoi c'est égal, et puis voilà, comme je le fais moi, hein, on est bien d'accord. Hein. Je ne les apprends pas par cœur, et puis je ne m'embête pas à les retrouver systématiquement, évidemment. C'est pas que c'est très long, hein, il faut, je sais pas moi, 30 secondes pour le refaire, une fois qu'on sait comment il faut le faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Vous voyez que dans cette formule-là, la concentration initiale n'apparaît pas. C'est le paramètre sans doute le plus important qui définit ce qu'est une cinétique d'ordre 1. Dans une cinétique d'ordre 1, le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration du réactif. À aucun moment. D'accord ? Il ne dépend, si vous regardez bien, que finalement, puisque log de 2 est une constante, nu A est une constante aussi, on est bien d'accord, hein, que du coefficient de vitesse. C'est tout. Encore une fois, ça se voit très bien graphiquement. On part de la concentration initiale, on la divise par 2, on obtient donc, de fait, hein, c'est sur l'écran, le temps de demi-réaction. Et si on poursuit ça, c'est qu'on divise à nouveau la concentration par 2, on va obtenir le temps de demi-réaction suivant. Et avec cette structure en exponentielle, c'est une des propriétés des exponentielles d'ailleurs, eh bien, on va trouver exactement le même temps ensuite. C'est donc une caractéristique nécessaire et suffisante pour définir une cinétique d'ordre 1. Les temps de demi-réaction successifs sont constants. Il faut autant de temps pour éliminer la moitié de la moitié que la première moitié. Et la moitié de la moitié de la moitié que la première moitié. Ce qui explique pourquoi ces réactions-là se terminent quasiment jamais, virtuellement jamais, puisqu'il faut toujours le même temps pour éliminer simplement la moitié du tout petit peu qui reste. D'accord ? On peut même aller un cran plus loin parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver dit de manière un peu trop rapide, à mon goût, dans certains ouvrages et dans la suite de vos études. D'accord ? Vous allez trouver une petite phrase du style « Il faut 7 fois le temps de demi-réaction pour terminer la cinétique ».
C'est à peu près la phrase que vous allez retrouver. C'est pas faux, c'est juste que c'est pas juste non plus. Il faut préciser un tout petit peu ce qu'on entend par là. On est parti de A0. On divise la concentration par 2, puis on la redivise par 2, donc ça fait par 4, puis on la redivise par 2, ça fait 8. Vous avez compris le principe. Ce qui veut donc dire que ces 4, 8 que l'on a là, d'accord, je les mets en plus gros, on pourrait très bien les exprimer en puissance de 2. D'accord, 2, c'est 2 puissance 1, 4, c'est 2 puissance 2, 8, c'est 2 puissance 3, et puis ensuite 16, 2 puissance 4, etc., etc. Vous avez compris le principe. Chaque fois que je rajoute une unité à la puissance en question, j'ai augmenté le temps qui s'était écoulé d'un temps de demi-réaction. Pour arriver à 2 puissance 1, un temps de demi-réaction. 2 puissance 2, 2 temps de demi-réaction. 2 puissance 3, 3 temps de demi-réaction. D'accord? Voilà, c'est pas compliqué. Donc si j'arrive à 2 puissance 5, on est à 32, excusez-moi, d'accord? J'aurai 5 temps de demi-réaction. D'accord? Et si je suis à 2 puissance 5, c'est que ma concentration initiale aura été divisée par 32. J'avais la concentration initiale divisée par 32. OK? Et bien maintenant, réfléchissez et répondez s'il vous plaît. Et c'est chiant, il recommence, voilà. Il ne le faisait pas tout à l'heure, mais il le fait. Hop, 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 j'ai pas appuyé sur le bon truc. Il ne veut pas le faire proprement sur cet écran-là. Hein. Je vous définis, donc vous pouvez répondre, hein, le temps de demi-réaction, on l'a calculé, on l'a trouvé d'une manière ou d'une autre, comme étant égal à 1 heure. Au bout de combien de temps faudra-t-il, en fin de compte, pour que 99%, au moins 99% du réactif soit épuisé? Au moins 99% du réactif épuisé, c'est la même chose qu'il me reste moins de 1% du réactif initial. On est d'accord, hein? C'est la même phrase. Si j'en ai épuisé 99%, c'est qu'il m'en reste 1%. Donc comme c'est plus de 99% la question, c'est moins de 1%. Donc on sait qu'on a une cinétique d'ordre 1, on sait que le temps de demi-réaction c'est 1 heure. Combien de temps faut-il pour arriver à au moins 99% d'avancement? Ou pas? Et pourquoi il ne veut pas? Ah, ça marche pas? Ben, je sais pas pourquoi là par contre. Parce que le fait qu'il m'affiche n'importe quoi sur l'écran, ça je comprends. Enfin non, je comprends pas, mais il l'avait déjà fait l'autre fois, donc ça c'est cohérent, mais l'autre fois au moins ça marchait. Bon allez, on va pas perdre de temps. On passe directement au résultat. Tant pis, ça fait partie des aléas du direct. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois, à la télé. Hein. Voilà. On le prend à partir du graphique précédent. Un temps de demi-réaction, concentration divisée par 2. 2 divisé par 4, enfin 2 puissance 2. Donc maintenant, il faut que j'arrive à la concentration initiale divisée par 100. On est d'accord? Donc il faut que j'ai une puissance de 2, pour savoir combien de temps de demi-réaction sont écoulés, qui soit égale à 100. 2 puissance 6, ça fait 64. Ben oui, 2 puissance 5, je l'avais dit juste avant, ça fait 32. Hein. Donc 2 puissance 6, 64. Et 2 puissance 7, ça fait 128. Bon, je n'ai pas 100 directement, d'accord? Mais 128, c'est pas très loin de 100. Puis c'est supérieur à 100 déjà. Donc s'il me faut 128, au moins, ce que j'ai ici, 2 puissance 7 pour avoir moins de 1%, ça veut donc dire que il me faudrait 7 temps de demi-réaction pour obtenir en fait, d'accord, si on le convertit, 1 sur 2 puissance 7, ça ne va pas faire 1%, ça va faire 1 sur 128, 0,8%. 0,8%, 1%, c'est quasiment la même chose, d'accord? Donc si je laisse écouler 7 temps de demi-réaction, j'aurai effectivement une concentration à ce moment-là qui sera égale à la concentration initiale divisée par 2 puissance 7, donc à 0,8% de la concentration initiale. Ce qui explique la phrase, oui, effectivement, si on laisse écouler au moins 7 temps de demi-réaction,
on est à moins de 1% de la concentration initiale. Moins de 1% de la concentration initiale, on n'est pas loin d'avoir fini la réaction. À 99%, d'accord? Sachant que pour finir le 1% qui reste, hein, il faut un temps infini quand même, hein, on est bien d'accord. Mais on en a déjà fait 99%, ce qui est presque la totalité. Donc il y a une première approximation ici, c'est on est à 99%, on n'a pas fini, d'accord? La deuxième approximation qui est gênante dans cette expression « il faut 7 temps de demi-réaction pour terminer la réaction », c'est que vous avez compris que le postulat de base, c'est une cinétique d'ordre 1. Parce que si ce n'est pas une cinétique d'ordre 1, c'est faux. Totalement faux. La preuve, hein, cinétique d'ordre 0, il faut combien de temps pour terminer la réaction? 2 temps de demi-réaction. D'accord? C'était la dernière question du cours précédent. Donc attention, il y a 2 postulats qui sont hyper importants à cette petite phrase anodine qui marche bien. C'est une cinétique d'ordre 1, c'est les plus nombreuses, donc il y a de bonnes chances que ce soit le cas, mais c'est une cinétique d'ordre 1. Et deuxième chose, on ne termine pas la réaction, on l'avance à au moins 99%. D'accord? Mais elle n'est pas à proprement parler terminée. Elle est juste complétée à 99%. Puisqu'on ne peut pas, de facto, la terminer. C'est bon? Alors, on avance.